On ne peut pas parler d'école anglaise de la peinture avant la Renaissance, et encore fut-elle la conséquence du séjour prolongé à Londres de l'allemand Hans Holbein le Jeune. Le règne d'Élisabeth Ier fut lui marqué par un climat de flatterie peu compatible avec une peinture réellement ambitieuse, et il faudra attendre l'arrivée du flamand Antoine van Dyck pour voir la peinture anglaise redorer un peu son blason. Regroupé autour de Joshua Reynolds, un groupe de jeunes peintres créé en 1760, une société d'artistes qui deviendra quelques 8 ans plus tard la Royal Academy. Joshua Reynolds en fut élu logiquement président et la dirigea pendant 24 ans. Joshua Reynolds était persuadé que seule une étude poussée des grands maîtres italiens et français permettrait à une tradition anglaise d'émerger et de perdurer. Et il ne cessa jamais de plaider pour la création d'une école anglaise de peinture d'histoire. Pourtant, si ces grandes machines historiques ont du fait de leur académisme beaucoup vieilli, ces portraits en revanche, particulièrement ceux de jeunes filles et d'enfants, gardent une fraîcheur étonnante qui fait de leur auteur l'un des grands maîtres de la peinture anglaise. Il était allé chercher en Italie, auprès des œuvres de Raphaël, de Titien et de Véronèse, l'aiguillon nécessaire à son inspiration. Le premier portrait en pied qu'il peignit dès son retour en Angleterre lui apporta la gloire du jour au lendemain. Il avait osé représenter son modèle, un commandant de la marine britannique, dans la position inversée de l'Apollon du Belvédère. Cet hommage discret à la culture classique fut unanimement apprécié et les carrières du peintre Joshua Reynolds et du commodore Keppel intimement mêlées, au point que le premier peindra le second et sa famille une bonne dizaine de fois. Il en sera ainsi pour nombre de ces modèles, dont nous pouvons en quelque sorte suivre la trajectoire de vie grâce au talent de Joshua Reynolds. Il se plaisait à représenter les personnes qui posaient pour lui dans des postures qui les avaient rendues célèbres ou à les habiller dans la grande tradition de Van Dyck. Dans la foulée du portrait de Keppel, Reynolds livra l'opus numéro 1 d'une longue série d'autoportraits où sa virtuosité technique et sa touche enlevée restituent au mieux des effets de lumière et d'ombre qui annoncent le romantisme. Convaincu que l'avenir passait par un retour à ce qu'il nommait le grand style, Reynolds laissa pourtant entrevoir, dans ses autoportraits, une vraie sensibilité et le sentiment que, peut-être, l'art se devrait de frapper l'imagination par la puissance des passions et l'emploi de couleurs vives. Les grands peintres anglais sont d'abord des coloristes, et Reynolds lui-même, qui citait pourtant Michel-Ange à tout bout de champ, fut un piètre dessinateur, contrairement au génie florentin. Les années 50 et 60 furent des années fastes pour Joshua Reynolds, à tout point de vue. Non seulement les commandes affluèrent, puisqu'il peignit entre 100 et 150 portraits par an, mais encore quelques-uns d'entre eux comptent parmi les plus beaux de la peinture anglaise. Il faut reconnaître qu'il était au sommet de son art. La justesse de ses coloris, la subtilité de sa lumière, la douce harmonie entre les toilettes et les décors qui leur servaient d'écrin, tout concourait à ce qu'il devienne le premier des peintres anglais. Mais il est dit que rien ne dure jamais. Anobli après la création de la Royal Academy, Joshua Reynolds vit arriver à Londres un redoutable concurrent en la personne de Thomas Gainsborough, le plus talentueux des portraitistes anglais. Contraint pour garder la main de modifier son style, d'assouplir sa touche et d'y introduire du sentiment, de faire du Gainsborough en quelque sorte, Reynolds passa aussi à de plus petits formats, davantage compatibles avec cette nouvelle manière intimiste. Malgré sa rancune, en tant que président de la Royal Academy, il eut la grandeur de consacrer à son rival, fauché en pleine gloire, son 14e discours académique dans lequel il reconnut tout le mérite de Gainsborough.